En fait, mes collègues ont travaillé sur des quartiers populaires à Londres, donc dans le borough de Peel, le borough de Ealing, et à Toronto, dans le district de Peel. Donc moi, j'étais chargée du versant quartier nord à Marseille. Voilà, quelques mots sur les quartiers nord. Ça va être difficile, c'est difficile pour moi de raccourcir, hein. Mais il faut quand même que je puisse vous dire quelques mots sur cet espace. Donc les quartiers nord de Marseille, c'est un tiers de la ville. C'est 4 arrondissements, donc 13, 14, 15, 16e arrondissement. Ces quartiers souffrent en fait d'un service public de bien moindre qualité qu'au sud de la ville, hein, aussi bien au niveau sanitaire, scolaire, que des transports et d'autres de loisirs. Ce sont des quartiers qui ont accueilli, comme d'autres banlieues de grandes villes françaises, les ressortissants des anciennes colonies françaises, anciens indigènes et rapatriés d'outre-mer, notamment du Maghreb, d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et dans un second temps des ressortissants de l'archipel des Comores, une très grande communauté comorienne à Marseille. Ce sont des espaces qui étaient d'anciens villages, donc on appelle des noyaux villageois, et qui sont progressivement en fait construits à travers les premiers bidonvilles, donc qui ont accueilli ces populations, populations comme vous le savez qui ont été finalement accueillies dans un but très précis, c'est de nourrir en fait la reconstruction de la France de l'après-guerre, donc dans des conditions qui ont été décrites après. Donc des bidonvilles, des cités de transit qui étaient des immeubles de mauvaise qualité qui finalement ont été utilisés très longtemps. Et ensuite des logements sociaux avec un très mauvais bâti qui a conduit aussi toute la problématique que vous connaissez aussi autour des banlieues. À Marseille, les quartiers nord ont aussi subi de plein fouet les politiques délétères de plusieurs décennies de clientélisme. Des travaux, je vous renvoie aux travaux de César et Matina sur les clientélismes urbains à Marseille, mais peut-être plus explicitement aussi au travail de Philippe Pujol sur la fabrique du monstre, hein, sur comment dans ses aspects les plus violents, cette politique est venue en fait nourrir des réseaux aussi de clientélisme dans le monde, par exemple du trafic, de la drogue. Une drogue aussi, un trafic de drogue qui s'est installé dans les quartiers depuis les années 80, au début avec l'héroïne, et qui s'est poursuivi ensuite avec la résine de cannabis et la cocaïne, et qui est souvent caricaturé et traité de manière sensationnaliste par les médias, mais aussi par les politiques locaux. C'est important pour comprendre aussi, je vous dis ça pour essayer de comprendre aussi comment un discours public peut être crédibilisé ou pas. Et donc, pour ceux qui ne sont pas marseillais, on a eu quand même des discours extrêmement... j'ai pas trop de mots pour qualifier les propos donc, de Jean-Claude Godin, qui disait notamment à propos des règlements de compte qui sont malheureusement fréquents entre très jeunes personnes, habitants, résidents des quartiers nord impliqués dans le trafic, et qui disait, assez fréquemment d'ailleurs, au moins ils se tuent entre eux. Les quartiers nord, c'est aussi une histoire des crimes racistes, des bavures policières. C'est aussi d'ailleurs pour ça que, en fait, la plupart des débuts d'émeutes de banlieue sont à l'issue de ces émeutes, on retrouve souvent en fait un crime, une injustice, voilà. Et donc, en fait, l'histoire sociale des quartiers nord de Marseille est aussi marquée par ses propres figures. Celle de Ibrahim Ali, donc un jeune rappeur des quartiers nord qui a été assassiné par des colleurs d'affiches du Front National dans les années 90, qui a reçu une peine tout à fait inadaptée à son crime. Et plus récemment, au cas de Souley, un jeune homme de 19 ans qui a été arrêté en août 2021 et qui est décédé sans que ses parents ne puissent accéder aux documents, aux vidéos permettant de faire une enquête digne de ce nom. Je vous dis ça pour comprendre finalement d'où l'histoire sociale de ces résidents et de sortir aussi ces carcans de santé publique pour
reprendre aussi l'histoire qui parfois peuvent invisibiliser aussi toute cette culture et tout ce contexte. Je vous renvoie notamment aussi sur ces questions de crimes racistes à un ouvrage que j'ai lu, que j'ai trouvé très intéressant, l'ouvrage de Rachida Brahimi qui s'appelle « La race tue deux fois » et qui est un travail de compilation sur l'histoire des crimes racistes en France et qui revient sur la figure à la fois du maghrébin, du jeune de banlieue, et qui vient nous dire aussi comment notre système juridique a pu finalement considérer le caractère aggravant du crime raciste à partir de 2003 uniquement. Donc on a des cas de traitement extrêmement léger de crimes racistes, et donc c'est un travail tout à fait intéressant à mettre en perspective avec le racisme structurel qui est ressorti dans la crise de la Covid. Quelques chiffres sur l'épidémie de la Covid dans les quartiers nord. Donc en fait, comme on l'a observé dans d'autres agglomérations des pays occidentaux, en France, à Paris, en Seine-Saint-Denis, donc la crise de la Covid a davantage touché les quartiers populaires. Là, je vous montre une carte de la PHM qui montre le recours à l'hospitalisation à la Covid par arrondissement. Donc on voit bien que le 15 et le 16e arrondissement en bleu foncé sont beaucoup plus touchés que le reste de la ville. Le recours à la réa est également beaucoup plus élevé dans ces arrondissements. Et là, on ne voit pas forcément très bien, mais c'est un graphique que j'ai réalisé à partir des chiffres des taux de vaccination de la sécurité sociale. Et on voit bien en fait que les taux de vaccination les plus bas correspondent aux arrondissements les plus pauvres de Marseille, y compris le 3e arrondissement, qui n'est pas spécifiquement au nord, mais qui fait partie des quartiers les plus pauvres de la ville. Et enfin, le 13e qui n'est pas dans la boucle des plus pauvres parce qu'il y a aussi des poches d'habitation plus loin, ce qui fausse un petit peu les chiffres. Ça, c'est des questions techniques, mais à l'échelle de l'IRIS, on aurait probablement vu aussi peut-être des choses intéressantes sur la précarité et le rapport à la faible vaccination. Avant de vous parler des freins et des leviers qu'on a identifiés dans cette étude, je voudrais vous parler de l'implication de la société civile dans les quartiers nord dès le premier confinement. Donc malgré tout ce contexte d'une forme de mépris institutionnel et d'une histoire politique blessante en fait dans ce territoire de la ville, en fait, des citoyens des quartiers nord se sont mobilisés dès le premier confinement. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, malgré des conditions de vie complexes, difficiles, se sont mis à travailler bénévolement, se sont impliqués à différents niveaux. Là, je vous ai mis en fait une image de l'après-m. Pour les Marseillais, ça doit parler. C'est un peu le symbole de ces mouvements citoyens. L'après-m, en fait, c'est un McDonald's, le restaurant du McDonald's de Saint-Barthélemy dans le 14e arrondissement, qui du coup a été réquisitionné par ses travailleurs, et notamment la figure de Kamel Guémari, qui est un syndicaliste qui a fait un travail tout à fait impressionnant de valorisation des postes des jeunes des quartiers nord qui trouvaient des formes d'ascension sociale dans les McDonald's, mais qui a fait un travail qui se rapproche un peu de celui des Fralib en fait, mais qui est un travail qui n'a pas conduit au maintien de ce restaurant. Et donc il en a appelé à la réquisition de ce lieu pour le transformer en banque alimentaire lors du premier confinement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lors du premier confinement, dans les quartiers nord de Marseille, le problème le plus important, c'est la faim. C'est la faim et c'est les soins, les premiers recours. Sauf que en fait, la réponse publique n'est pas là, elle n'existe pas, elle est en fait dépassée par les événements. Et il faut répondre aux besoins des familles. Les acteurs de terrain savent que les gens ont besoin de manger. Donc, à la fois au niveau local, à la fois des structures par autorisation de préfet qui sont arrivées quand même assez tardivement, je tiens à le signaler,
des acteurs comme Action contre la faim sont venus et ont pu à ce moment-là en fait nourrir ces initiatives et distribuer largement des colis alimentaires aux familles nécessiteuses. Vous avez également des acteurs humanitaires comme MSF avec un coordinateur assez efficace qui sont venus aussi structurer en fait ce travail. À côté de ça, vous aviez aussi toutes sortes de professionnels de santé et travailleurs sociaux qui se sont aussi retrouvés un peu avec l'APM à coordonner des actions et voire à donner des colis aux médecins, voilà, tout un système d'entraide. Je tiens à signaler aussi que certains, avant même les procédures nationales de confinement, les protocoles, en fait, les médecins des quartiers nord avec qui j'ai travaillé, notamment des équipes mobiles. Quand je dis médecins des quartiers nord, j'entends en fait des médecins, c'est-à-dire des enfants des quartiers nord qui ont eu un parcours de médecin ou de professionnels de santé et qui sont revenus. Souvent des professionnels de santé bilingues, voire trilingues. Je tiens à le signaler parce qu'on va revenir sur ces compétences qui sont invisibilisées. Et donc, ces personnes-là ont été aidées par des structures comme l'APM, par exemple, en organisant en fait des sortes de confinements de famille ou de confinements d'immeubles où ils faisaient du portage alimentaire tout en surveillant les patients. Voilà. Donc mon temps est, le temps est court, donc je vais vous résumer les leviers et les freins qu'on a identifiés en fait sur cette étude. Donc les leviers, ça a été, donc du coup j'ai fait des entretiens aussi bien avec des responsables politiques que des habitants, que des professionnels de santé. C'était une recherche-action. J'ai été pas mal impliquée aussi dans une sorte d'arène en fait qui s'est mise en place de pouvoir autour de ces questions-là sur Marseille. Et c'était un terrain très riche. Donc, les leviers identifiés, ça a été donc le dialogue et le travail transversal au niveau opérationnel et décisionnel. Très concrètement, on s'est retrouvé avec des gens qui se parlent enfin et qui ne se parlaient pas, pour faire un peu court. Vous avez des acteurs de terrain qui connaissent très bien les problèmes. Vous avez des médecins de ville qui désengorgent l'hôpital, mais des médecins hospitaliers qui ne savent pas qu'ils désengorgent l'hôpital, des décideurs de santé publique régionaux qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Tout d'un coup, à un moment donné, ça a pu se faire, et notamment grâce à l'adjointe au maire Michèle Rubirola, elle-même médecin de santé publique, les gens sont un peu sortis de leur mandat pour un peu être dans quelque chose de concret. Ce qui a fonctionné aussi, c'est toutes les démarches d'aller vers, on l'a vu avec les publics en grande vulnérabilité, avec la création, là aussi une grande créativité de ces équipes mobiles quartier nord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On organise des centres de vaccination sans rendez-vous, on se met à proximité des habitants, on crée des collaborations avec des associations de locataires. Quand je dis on, en fait c'est tout le travail que j'ai mené avec l'association notamment 7, qui était une association qui est une association locale de lutte contre les inégalités, qui a ensuite été identifiée par les politiques régionales et qui est venue porter le programme national Medilac, des médiateurs de santé Covid. Les freins à la campagne de vaccination dans les quartiers nord, c'est évidemment, et on l'a observé dans les autres sites, donc au Canada et à Londres, c'est toute la campagne qui a été axée sur les centres de vaccination massifs avec rendez-vous en ligne. Il y avait cette idée du modèle allemand parfait, vous vous souvenez, il y a toutes les imaginaires post-seconde guerre mondiale, qui est bien, qui est pas bien, on reprend le modèle allemand. C'était toute cette idée on fait de grandes centres de vaccination. Ça a fonctionné pour augmenter en fait la vaccination des Français. Par contre, ça a creusé les inégalités pour les habitants des quartiers populaires. Donc en fait, pourquoi? Grande fracture numérique, tout simplement. Aussi toute une méfiance qu'on quantifie assez mal, parce que finalement, il y a eu des recherches en sciences sociales, mais pas tant que ça. Et puis, pour d'autres raisons aussi, j'y reviendrai. Les rigidités, les lenteurs administratives, on s'est retrouvé avec des acteurs de terrain avec des idées formidables, pas de moyens, des manques d'autorisation. Par exemple, c'est bête, mais quand vous voulez faire des actions, organiser de la vaccination en pied d'immeuble, il faut des autorisations pour exercer une activité sur la voie publique. Bon, bah là, par exemple, vous avez 2 mois d'attente à la mairie. C'est bête, c'est comme ça, mais ça fait vraiment partie des freins très clairs liés à la vaccination, à la lutte contre l'inégalité vaccinale. Et enfin,
En France, et là la comparaison avec les autres sites était très intéressante, on a une campagne de vaccination à la Covid-19 et à la sensibilisation et à la vaccination de la Covid réalisée essentiellement en français. Alors ça c'était très intéressant d'être avec nos collègues anglais et canadiens qui eux sont sur un modèle, du fait de reposer sur un modèle en fait de migration communautaire et non intégrationniste comme le nôtre, ont aussi toute une politique de valorisation des langues et de la culture de leur communauté migrante. Et donc, à titre d'exemple, j'avais en fait noté toutes les langues dans le borough de Ealing, par exemple. Voilà, dans le borough de Ealing, donc à Londres, donc sur le site, les lieux de vaccination, les raisons, les questions pratiques, pourquoi on se vaccine, étaient traduites en polonais, punjabi, arabe, tamoul, gujarati, somali, ourdou, farsi, perse et français. En France, nous étions dans une communication en français. Grâce à des équipes locales comme il y a eu des podcasts, il y a eu des choses qu'on fait sur les radios en arabe, grâce aux réseaux sociaux, à des associations qui ont été créées en vitesse, des ressortissants de la communauté comorienne ont pu s'exprimer en comorien auprès des membres de leur communauté. Ok, je dois terminer immédiatement. Donc je vais vous dire peut-être deux choses. Cette étude, ce qu'elle a montré, et c'est ce que finalement l'étude, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'étude EPICOV, qui a été réalisée donc, par une équipe de Santé publique France et l'INSERM, j'ai oublié son prénom, Bajo, peut-être qu'il y a des gens de cette équipe, Nathalie, voilà. Donc en fait, en France, si vous voulez, à l'échelle internationale, cette question de les minorités racisées dans les pays occidentaux davantage touchées par l'épidémie, ça a été un gros sujet au sein des politiques, au sein des sphères académiques. En France, nous, on est coincé aussi par un système d'invisibilisation à travers l'interdiction des statistiques raciales, ce qui est une question complexe et qui est aussi une question politique majeure de en quoi ces choix politiques peuvent aussi invisibiliser un certain nombre de discriminations dans notre pays. Et on a des études comme celle de Nathalie Bajos qui ont permis un peu de contourner et de visibiliser justement ces discriminations. Et c'est un peu ce que montre aussi, moi, mon enquête ethnographique dans les arènes de pouvoir aussi à Marseille et au sein des équipes locales. Et pour finir, la question sur laquelle je voulais juste finir en conclusion, j'en retiendrai qu'une, c'est dans un colloque consacré donc à la santé, l'anthropologie appliquée, je me suis demandé quelle était la place de cette réflexion sur le racisme structurel, sur la reproduction des inégalités, sur l'invisibilisation de ces discriminations dans notre société et dans notre champ. Je vous dis ça aussi en tant que franco-américaine, donc avec cette double culture d'avoir tout cette emprise sur en fait les luttes anti-racistes en Amérique du Nord et d'avoir un terrain qui aujourd'hui en France me fait éminemment penser à ce que je connais des États-Unis et en même temps à des espaces que je trouve finalement assez réduits. Bon, je ne suis pas partout en anthropologie, mais où dans notre discipline, je trouve que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer sur ce registre-là dans notre discipline maintenant? Est-ce qu'on va faire un tournant sur ces questions-là?